Mon mari s'est levé pour porter un toast à ma promotion lors de notre dîner d'anniversaire, puis a accidentellement lu à voix haute sa lettre d'amour à une autre femme. Ce qu'il a dit ensuite a glacé mon sang. Mon amour, tu as été la lumière de ma vie ces 18 derniers mois. 18 mois. Cela faisait 5 ans que nous étions mariés. Ta beauté, ta passion, ta volonté de me rencontrer en secret. Les mots ont frappé la pièce comme un coup physique. Les conversations ont cessé en plein milieu de phrases. Les fourchettes se sont figées à mi-chemin de la bouche. Le verre de quelqu'un a tinté lorsqu'il a été posé trop fort. Le verre de champagne m'a glissé des mains et a explosé sur le sol en marbre. Des éclats se sont dispersés comme des étoiles mortelles sur ma fête de promotion, chaque morceau captant la lumière du lustre en cristal au-dessus. Mais ce n'étaient pas les éclats de verre qui ont fait halter tout le monde. Ce n'était même pas le vin qui saignait sur le tapis blanc comme des secrets renversés. C'étaient les mots qui venaient de tomber des lèvres de mon mari. Des mots qui ne m'étaient pas destinés, des mots qui ont brisé mon monde entier en 3 secondes. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand Laurent s'est porté volontaire pour porter le toast. Avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Cela aide à soutenir notre chaîne. Bonne écoute. Mon mari ne se portait jamais volontaire pour quoi que ce soit. Pas pour sortir les poubelles. Pas pour assister à mes événements professionnels. Certainement pas pour se tenir devant 40 personnes et chanter mes louanges pour avoir obtenu la promotion pour laquelle je me suis battu pendant 7 ans. Mais il était là, ajustant sa cravate marine et lissant ses cheveux sombres, ressemblant à un mari dévoué, alors qu'il tapotait son couteau contre son verre en cristal. Le son a retenti comme une cloche funèbre dans la salle à manger privée du restaurant. Tout le monde, si je pouvais avoir votre attention, a appelé Laurent, sa voix portant cette confiance douce qui m'avait d'abord attiré il y a toutes ces années. À l'époque, je pensais que la compétence signifiait la force. Avant que je n'apprenne qu'elle pouvait masquer tellement plus. Le bavardage s'est calmé. Les visages se sont tournés vers nous. Mes collègues du cabinet d'avocats Dumont et Associés. Mes parents rayonnant de fierté. Les partenaires commerciaux de Laurent. Nos vieux amis d'université. Tous me regardant comme si j'étais la fille en or qui avait enfin obtenu tout ce qu'elle méritait. Si seulement ils avaient su le prix que j'avais payé. Je veux dire quelques mots sur ma femme incroyable, a continué Laurent, sortant un papier plié de la poche de sa veste. Sur sa dédicace, son génie et sa promotion bien méritée au poste de premier associé chez Dumont et Associés. Des applaudissements ont éclaté. J'ai forcé un sourire, mes joues déjà douloureuses d'avoir prétendu pendant des heures que tout était parfait. La promotion était réelle. Je l'avais gagnée par le sang, la sueur et d'innombrables nuits blanches. Mais parfait ? Notre mariage était aussi creux que les vases chers que Laurent achetait pour décorer notre maison. Beau à l'extérieur, vide à l'intérieur. Sophie a toujours été la plus ambitieuse de notre relation, a dit Laurent en dépliant son papier. Pendant que je me contentais de naviguer, elle a escaladé des montagnes, brisé des barrières et rendu tout le monde fier. Mon estomac s'est tordu. Quand Laurent avait-il jamais loué mon ambition ? Habituellement, il se plaignait de mes longues soirées au bureau, de mes sessions de travail du week-end, de mon obsession pour ma carrière. Il avait clairement fait comprendre plus d'une fois qu'il préférait ces femmes dépendantes, reconnaissantes, silencieuses. Quelque chose n'allait pas. J'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce. Mon assistante Chloé a croisé mon regard de l'autre côté de la table et m'a murmuré « Félicitations » avec un sourire chaleureux. À côté d'elle était assis Monsieur Dubois, l'un des premiers associés, visiblement satisfait. Mes parents étaient pratiquement radieux. Même Madame Martin, la femme du partenaire de Laurent, s'essuyait les yeux avec une serviette. Tout le monde croyait en ce moment. Tout le monde, sauf moi. Laurent s'éclaircit la gorge et commença à lire son papier. Ma chérie, il s'arrêta, cligna des yeux, regarda à nouveau le papier. Un frisson me parcourut la colonne vertébrale. Ma chérie, recommença-t-il, mais sa voix avait changé. La confiance se fissurait. Tu as été la lumière de ma vie ces 18 derniers mois. 18 mois. Nous étions mariés depuis 5 ans. Ta beauté, ta passion, ta volonté de me rencontrer en secret. Les mots ont frappé la pièce comme un coup physique. Les conversations ont cessé en plein milieu de phrases. Les fourchettes se sont figées à mi-chemin de la bouche. Le verre de quelqu'un a tinté lorsqu'il a été posé trop fort.
tu m'as fait me sentir vivant d'une manière que je n'aurais jamais cru possible, continua Laurent, ignorant l'horreur croissante autour de lui. Quand tu m'as dit que tu étais enfin prête à quitter ton mari, mon sang s'est glacé. Je savais que tous nos plans minutieux, tous nos moments volés allaient enfin payer. Bientôt, nous serons ensemble ouvertement et je pourrai te couvrir de l'amour et de l'attention que tu mérites. La pièce était devenue mortellement silencieuse. 40 paires d'yeux fixaient Laurent, qui continuait de lire ce qui n'était clairement pas un discours sur la promotion de sa femme. C'était une lettre d'amour à sa maîtresse. J'ai hâte de t'emmener à Paris le mois prochain, lut-il, sa voix devenant plus confiante à mesure qu'il se perdait dans ses propres mots. La suite d'hôtel que j'ai réservée a une vue parfaite sur la tour Eiffel. Nous aurons enfin une semaine entière ensemble, juste toi et moi, sans avoir à nous soucier que Sophie le découvre. C'est là que j'ai laissé tomber mon verre de champagne. L'explosion de cristal sur le marbre n'était rien comparé à l'explosion dans ma poitrine. La rage, la trahison, l'humiliation et quelque chose d'autre, quelque chose de froid et de calculé, ont déferlé sur moi tout à la fois. La tête de Laurent s'est redressée brusquement. Son visage est devenu blanc quand il a réalisé ce qu'il venait de faire. Le papier dans ses mains n'était pas son toast à sa femme. C'était sa lettre d'amour à une autre femme, et il venait de la lire à voix haute à tous ceux que nous connaissions. Le silence s'est étiré à l'infini. Ou peut-être seulement quelques secondes. Le temps était devenu élastique, se courbant autour du moment où mon mariage a implosé devant 40 témoins. La bouche de Laurent s'ouvrait et se fermait comme un poisson à bout de souffle. Le papier tremblait dans ses mains. Ses yeux ont trouvé les miens à travers la table et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la peur. « Sophie » murmura-t-il. « Je peux expliquer. »« Peux-tu » Ma voix semblait étrange, détachée, comme si elle venait de quelqu'un d'autre. « Peux-tu expliquer comment tu as accidentellement apporté une lettre d'amour à ma fête de promotion au lieu d'un toast ?» Des murmures ont parcouru la pièce. Les chaises ont raclé à mesure que les gens se déplaçaient mal à l'aise. Quelqu'un, je pense que c'était ma mère, a fait un petit son blessé. Mais j'ai gardé les yeux sur Laurent. Mon mari. Mon traître. S'il te plaît, dit-il en faisant un pas vers moi. Pas ici. Pas comme ça. Pas devant tout le monde, j'ai dit lentement, mes jambes étonnamment stables. Pas comme tu viens d'annoncer ta liaison à mes collègues, à mes parents, à nos amis. Chloé a pris une profonde inspiration, qui a traversé l'air. Elle savait. Je pouvais le voir dans ses yeux. Ce scintillement de culpabilité, de connaissance qu'elle portait. Mon assistante, mon amie, la confidente de mon mari. Combien de temps tout le monde a-t-il su, demandai-je, ma voix prenant de la force. Combien de temps avez-vous tous regardé? Je jouais le rôle du fou. Monsieur Dubois s'éclaircit la gorge. Sophie, peut-être devrions-nous. Non, le mot a claqué comme un fouet. Combien de temps, Chloé? Le visage de Chloé s'est effondré. Je voulais te le dire, murmura-t-elle. Mon Dieu, Sophie, je voulais te le dire tant de fois, mais il a dit. Il a dit quoi? Il a dit que tu étais fragile. Que le stress de la promotion était déjà trop lourd. Qu'il te détruirait si tu le découvrais maintenant. Fragile. Le mot avait un goût de poison dans ma bouche. J'avais construit ma carrière à partir de rien, travaillé 18 heures par jour, négocié des accords de plusieurs millions d'euros, et affronté certains des avocats les plus impitoyables de la ville. Mais j'étais fragile. Qui est-elle? Demandai-je, le papier de Laurent tremblant dans ses mains secouées. Sophie, s'il te plaît. Qui est-elle? La question est restée en suspens dans l'air comme de la fumée. J'ai vu des regards échangés à travers la table. Plus de gens le savaient. Bien sûr qu'ils le savaient. Dans une pièce de 40 personnes, combien étaient au courant du secret? Combien m'avaient regardé sourire, rire et célébrer tout en sachant que mon mari allait me quitter pour une autre femme? Réponds-lui, la voix est venue d'une source inattendue, mon père. Son visage était sombre de fureur, ses mains serrées en poing sur la nappe blanche. Réponds à ma fille, espèce de lâche. Le visage de Laurent est devenu encore plus pâle. Il a regardé autour de lui désespérément, comme si quelqu'un allait lui jeter une bouée de sauvetage. Personne ne l'a fait. C'est. Il déglutit difficilement. C'est Amélie. Le nom m'a frappé comme un coup physique. Amélie. La partenaire commerciale de Laurent. La femme qui était venue chez nous des dizaines de fois,
qui s'était assise à notre table, avait ri à nos blagues, avait apporté du vin à nos fêtes, qui m'avait regardé dans les yeux et m'avait souri tout en couchant avec mon mari. Amélie Dubois, dis-je lentement. Ta partenaire commerciale Amélie. Celle qui t'a aidé à planifier ma fête d'anniversaire surprise l'année dernière. Il hocha la tête misérablement. Les pièces commençaient à s'emboîter, formant une image si laide que je ne pouvais presque pas la regarder. Mais je devais le faire. Je devais tout voir. Les voyages d'affaires, ai-je continué. Les longues soirées au bureau. La nouvelle eau de Cologne. L'abonnement à la salle de sport à laquelle tu as soudainement tenu. La façon dont tu as arrêté de me toucher il y a 6 mois. Sophie, 18 mois. J'ai regardé autour de la pièce, croisant le regard de tous ceux qui avaient su, de tous ceux qui avaient gardé leur secret. Tu prévoyais de me quitter depuis 18 mois et tu pensais que j'étais trop fragile pour supporter la vérité? Ma mère pleurait maintenant. Des reniflements doux qui, d'une manière ou d'une autre, aggravaient tout. Mon père avait l'air de vouloir étrangler Laurent à main nue. Mais je ressentais quelque chose d'entièrement différent. Je me sentais puissante. Tu veux savoir quelque chose d'intéressant, Laurent, dis-je, ma voix devenant conversationnelle. À propos de ma promotion. Il avait l'air confus par le changement de sujet. Quoi? La promotion s'accompagne de certains avantages. Un nouveau bureau, un nouveau salaire et la supervision de plusieurs cas intéressants. J'ai souri, et cela semblait tranchant comme une lame. Y comprit la restructuration de la Société du Bois. La compréhension a point dans les yeux de Laurent comme un terrible lever de soleil. C'est exact, continuai-je. La société d'Amélie, celle dans laquelle vous êtes tous les deux tellement investis. Celle qui a été votre ticket de repas pendant les 3 dernières années. J'ai maintenant un accès complet à tous leurs dossiers financiers, leurs pratiques commerciales, leurs méthodes comptables douteuses. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation. Chose drôle à propos du droit des sociétés, ai-je dit distraitement. On apprend à repérer les irrégularités, les schémas, l'argent qui ne correspond pas tout à fait. Et le groupe Dubois a des schémas très intéressants. Le visage de Laurent est passé de pâle à gris. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Que fais-tu? Enquêter sur la fraude financière? Signaler l'évasion fiscale à le fisc? J'ai incliné la tête. Ou me demandes-tu de ne pas faire ces choses parce que cela dérangerait ta petite amie? Sophie, s'il te plaît, sois raisonnable. Raisonnable? Le mot a explosé hors de moi. Raisonnable aurait été de me dire que tu voulais un divorce au lieu de m'humilier devant tout le monde que je connais. Raisonnable aurait été d'avoir la décence de mettre fin à notre mariage avant de commencer une autre relation. Raisonnable aurait été de ne pas lire ta lettre d'amour à ma fête de promotion. Je me tenais maintenant, les mains à plat sur la table, me penchant vers lui comme un prédateur. Mais tu veux savoir ce qui va vraiment être déraisonnable? Ce qui va se passer quand le barreau découvrira que tu as aidé ta petite amie à blanchir de l'argent via des sociétés écrans? Ce qui va se passer quand le fisc auditait vos 2 entreprises? Ce qui va se passer quand je m'assurerai que tout le monde dans ce secteur sait exactement quel genre d'homme tu es? Tu me menaces, dit Laurent, sa voix à peine audible. Non, répondis-je, mon sourire s'élargissant. Je te le promets. Les conséquences de la vérité sont toujours plus désordonnées que la vérité elle-même. En 1 heure, le restaurant s'était vidé, à l'exception de moi, de mes parents et de Chloé, qui étaient restés pour aider à nettoyer les décombres, littéraux et métaphoriques. Le verre de champagne avait été balayé, mais les restes brisés de mon mariage étaient plus difficiles à jeter. J'aurais dû te le dire, dit Chloé pour la 10e fois, son mascara barbouillé sur ses joues. J'aurais dû trouver un moyen. Combien de temps as-tu su, demandai-je, bien que je ne sois pas sûr de vouloir la réponse. 6 mois. Je les ai vus ensemble au hôtel de Paris au centre-ville. Ils étaient? Elle ne pouvait pas finir la phrase. 6 mois. Un semestre à me regarder travailler jusqu'à la mort pour une promotion, célébrer de petites victoires, me plaindre de l'éloignement de Laurent, me demander ce que j'avais fait de mal. Un semestre à regarder Chloé hocher la tête avec sympathie tout en sachant exactement pourquoi mon mari avait arrêté de me toucher. Je voulais te le dire après que tu aies obtenu ta promotion, continua-t-elle. Je pensais peut-être qu'à ce moment-là, tu serais assez forte pour le supporter. Assez forte? Il y avait ce mot encore, le cousin de fragile. Comme si la force était quelque chose qu'on stockait pour des occasions spéciales,
comme de la porcelaine fine ou du parfum cher. Je dois y aller, dis-je finalement. Mon père s'est levé immédiatement. Nous venons avec toi. Non, j'ai levé la main. Je dois le faire seul. Le trajet de retour a été surréaliste. La radio jouait des chansons pop joyeuses pendant que je naviguais dans les rues de la banlieue où Laurent et moi avions construit notre vie. Devant le café où nous avions eu notre premier rendez-vous. Devant le parc où il m'avait demandé en mariage. Devant la maison avec la clôture en bois blanc que nous avions peinte ensemble le premier printemps après notre emménagement. Tout cela ressemblait à des preuves de la vie de quelqu'un d'autre maintenant. Notre maison se trouvait au bout d'une impasse tranquille, ses fenêtres luisaient chaleureusement dans le crépuscule naissant. La voiture de Laurent était dans l'allée. Bien sûr qu'elle l'était. Où d'autre irait-il? Chez Amélie? Cela demanderait du courage. Et si ce soir avait prouvé quoi que ce soit, c'est que mon mari était un lâche. Je me suis assise dans ma voiture un moment, regardant la maison qui avait été ma maison pendant 5 ans. Demain, tout serait différent. Demain, je devrais trouver des avocats, des papiers de divorce et diviser une vie qui avait été construite sur des mensonges. Mais ce soir, j'avais une autre conversation à terminer. J'ai trouvé Laurent dans la cuisine, assis à l'îlot, la tête entre les mains. Il a levé les yeux quand je suis entré, les yeux rougis et désespérés. « Sophie, Dieu merci. J'avais si peur que tu ne rentres pas à la maison. »« C'est aussi ma maison, dis-je en posant mon sac sur le comptoir. »« Pour l'instant, dit-il, il a sursauté. »« Nous devons parler. »« Non, Laurent, tu dois écouter, dis-je. » Je me suis déplacé de l'autre côté de l'îlot, gardant la surface en marbre entre nous comme une barrière. La cuisine semblait différente maintenant, plus petite d'une certaine manière. Avait-elle toujours été si froide? Je t'aimais, dis-je simplement. Pendant 5 ans, je t'aimais complètement. Je travaillais tard et manquais des dîners et reportais d'avoir des enfants parce que je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Je pensais que nous étions une équipe. Nous l'étions. Ne le fais pas, ma voix coupait ces mots comme un couteau. N'ose pas prétendre que c'était autre chose que ce que c'était. Tu voulais sortir et tu étais trop lâche pour le dire. Au lieu de cela, tu as décidé de me le faire découvrir par accident, devant tous ceux qui comptent pour moi. Les épaules de Laurent se sont affaissées. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Comment voulais-tu que ça se passe? Tu allais attendre après ton voyage à Paris? Rentrer à la maison avec un bronzage et me dire que tu avais trouvé quelqu'un d'autre? Il n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Voici ce qui va se passer, continuai-je, ma voix stable et professionnelle. Demain, tu vas faire tes valises et tu vas déménager. Tu peux aller chez Amélie, ou prendre un hôtel, ou dormir dans ta voiture, je m'en fiche. Mais tu ne passeras plus une nuit dans cette maison. Sophie, s'il te plaît. Je n'ai pas fini, j'ai levé la main. Tu vas demander le divorce et tu vas le faciliter. Pas de combat sur les biens. Pas de traînasser ça. Pas me faire prouver l'adultère au tribunal. Tu vas prendre tes vêtements, tes clubs de golf et ta culpabilité. Et tu vas disparaître de ma vie aussi rapidement et aussi silencieusement que possible. Et si je ne le fais pas, j'ai souri, et cela ressemblait à de la glace. Alors je te détruirai. Vous deux. Il me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Peut-être qu'il ne m'avait pas vu. Peut-être que la femme qu'il avait épousée était trop confiante, trop concentrée sur la construction d'une carrière pour voir ce qui se passait dans sa propre maison. Mais cette femme était partie maintenant, brûlée dans la dure lumière de l'humiliation publique. La société du bois est sale, Laurent, dis-je. Je le soupçonnais depuis des mois, mais maintenant j'ai accès pour le prouver. Évasion fiscale, blanchiment d'argent, contrat frauduleux, c'est tout là. Et tu es juste au milieu. Son visage est devenu blanc. Tu ne peux pas prouver quoi que ce soit. Oh, je peux. J'ai bougé autour de l'îlot, réduisant la distance entre nous. Il s'est reculé sur sa chaise. Tu m'as appelé fragile, dis-je doucement. Tu as dit à Chloé que je ne pouvais pas supporter la vérité. Tu m'as traité comme si j'étais faite de verre, comme si j'allais me briser au premier signe d'adversité réelle. Je me suis penché jusqu'à ce que nous soyons face à face. Tu avais tort. 3 mois plus tard, je me tenais dans mon nouveau bureau d'angle, regardant l'horizon de la ville à travers des fenêtres du sol au plafond. La vue était spectaculaire. Je pouvais voir la Seine,
Les ponts, le paysage urbain tentaculaire qui était devenu mon royaume. Le divorce avait été finalisé la semaine précédente, rapide et propre, juste comme je l'avais demandé. Laurent avait pris ses vêtements et ses clubs de golf et avait disparu dans une vie à laquelle je ne tenais plus. Il avait trouvé un nouveau travail dans une autre ville, Lyon, j'ai entendu par le réseau de commérage, bien que je n'ai pas demandé de détails. Amélie Dubois faisait face à des accusations fédérales d'évasion fiscale et de fraude. Son entreprise avait été dissoute, ses actifs gelés en attendant l'enquête. Les journaux avaient couvert l'histoire de manière extensive, bien qu'ils aient été prudents de ne pas mentionner les détails personnels qui avaient conduit à la découverte. J'y avais veillé. Ma réputation professionnelle était trop importante pour être entachée par des ragots de tabloïds. Un coup à ma porte a interrompu mes pensées. Chloé a jeté un coup d'œil, tenant une tasse de café et portant un sourire nerveux. « Tu as une minute ?» demanda-t-elle. J'avais gardé Chloé comme mon assistante, bien qu'il ait fallu des semaines pour que la gêne disparaisse. Elle s'était finalement prouvée digne de confiance, m'aidant à naviguer dans les complexités juridiques de l'exposition des crimes du groupe Dubois. Pourtant, il y avait un mur entre nous maintenant qui n'y était pas auparavant. Certaines trahisons laissent des cicatrices, même lorsqu'elles sont pardonnées. « Quoi de neuf ?» dis-je en me détournant de la fenêtre. « Il y a quelqu'un qui veut te voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais il dit que c'est important. » Mon sang s'est glacé. « Laurent ? » Non, dit rapidement Chloé. « Quelqu'un d'autre. Il dit que son nom est inspecteur Moreau. » J'ai froncé les sourcils. « Envoyez-le entrer. » L'inspecteur Moreau était un homme grand et mince aux cheveux grisonnants et aux yeux intelligents. Il s'est présenté poliment et a pris le siège que je lui ai offert en face de mon bureau. « Madame Lambert, dit-il en consultant son carnet. J'enquête sur une affaire pour laquelle vous pourriez avoir des informations. Quel genre de cas? Une personne disparue. Amélie Dubois. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Excusez-moi. Elle a disparu il y a 3 jours. Sa famille l'a signalée comme disparue lorsqu'elle n'a pas comparu à une audience. Son avocat dit qu'elle était en contact régulier avec lui au sujet de sa stratégie de défense, puis soudainement plus rien. Mon esprit s'est mis à courir. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Nous avons trouvé des choses intéressantes lorsque nous avons fouillé son appartement, dit Moreau en consultant son carnet. Des lettres d'amour de votre ex-mari, mais aussi autre chose. Un journal où elle écrivait longuement sur vous. Sur moi. Elle semblait croire que vous étiez responsable de la divulgation de ses pratiques commerciales. Elle a écrit sur la façon dont vous aviez détruit sa vie et ruiné tout ce pour quoi elle avait travaillé. Il y avait des menaces assez spécifiques, Madame Lambert. Des menaces à votre sécurité. Je me suis appuyé sur ma chaise, traitant cette information. Vous dites qu'elle aurait pu avoir l'intention de me faire du mal? Je dis qu'elle était en colère. Assez en colère pour faire quelque chose de téméraire. Moreau s'est penché en avant. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez me dire sur son état d'esprit la dernière fois que vous l'avez vu? J'ai repensé au tribunal il y a 3 semaines, lorsqu'Amélie avait été mise en accusation pour les charges fédérales. Elle avait l'air hagarde, désespérée, ses cheveux parfaitement coiffés pendant mollement autour de son visage. Nos yeux s'étaient croisés à travers la salle d'audience, et j'avais vu quelque chose là qui m'avait fait frissonner la peau, la haine. Une haine pure et non diluée. Elle me regardait comme si elle voulait me tuer, dis-je honnêtement. Moreau hocha la tête d'un air sombre. Cela correspond à ce que nous avons trouvé dans son journal, Madame Lambert. J'ai besoin de demander. Avez-vous un alibi pour mardi soir? Mardi? J'ai pensé rapidement. J'étais ici au travail tard. Je n'ai pas quitté le bureau avant presque minuit. Quelqu'un peut-il le vérifier? Le garde de sécurité en bas. L'équipe de nettoyage. Le concierge du parking. J'ai fait une pause. Inspecteur, pensez-vous qu'il lui est arrivé quelque chose, ou pensez-vous qu'elle s'est enfuie? Il est possible. Mais compte tenu de sa situation financière et des accusations en cours, courir semble plus probable. Nous avons émis une alerte de recherche pour sa voiture et gelé ses actifs restants. Après que Moreau soit parti, je ne pouvais pas me concentrer sur mon travail. L'idée qu'Amélie avait prévu de me faire du mal était troublante, mais sa disparition soudaine semblait inquiétante. Avait-elle décidé de fuir plutôt que de faire face à la prison, ou était-elle là-bas quelque part, planifiant quelque chose de pire?
J'ai appelé Chloé et lui ai demandé d'organiser une sécurité supplémentaire pour le bâtiment. Puis j'ai conduit jusqu'à mon nouvel appartement, un espace moderne et élégant au centre-ville qui ne ressemblait en rien à la maison de banlieue que j'avais partagée avec Laurent. Je l'avais acheté avec mon propre argent, décoré avec mon propre goût, rempli de choses qui me rendaient heureuse plutôt que de choses qui avaient l'air bien pour les autres. C'était mon sanctuaire, mon nouveau départ. Mais cette nuit-là, alors que je suis couché dans mon lit, écoutant les bruits de la ville à l'extérieur de ma fenêtre, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'être observé. Le sentiment a commencé petit, une démangeaison entre mes omoplates quand je marchais vers ma voiture. Une sensation d'être suivi que je ne pouvais pas vraiment secouer. Je me suis dit que c'était de la paranoïa, une réponse naturelle à la découverte que quelqu'un avait écrit des menaces sur moi dans son journal. Mais la paranoïa a le don de devenir une prophétie. Tout a commencé par les fleurs. Une douzaine de roses noires sont arrivées à mon bureau un jeudi matin, sans carte, sans nom d'expéditeur. Chloé les a signées avec une expression perplexe et les a apportées dans mon bureau. C'est inhabituel, dit-elle en posant le bouquet sombre sur mon bureau. Rose noire. La fleur de la mort, des fins, de la vengeance. J'ai appelé le fleuriste immédiatement. Il n'avait aucune trace de la commande. Payé en espèces, ont-ils dit. Commandé par une femme qui portait une casquette de baseball et des lunettes de soleil. Le deuxième signe est arrivé 3 jours plus tard. Ma voiture avait été rayée dans le parking. De longues rayures dentelées éplant un seul mot, l'empoisonneuse. L'inspecteur Moreau a pris mon appel au sérieux cette fois. Il faut vous trouver une protection, dit-il après avoir examiné les dégâts. Cela a escaladé au-delà des menaces. Tu penses que c'est Amélie? Possible. Ou quelqu'un qui travaille pour elle. Nous n'avons eu aucune chance de la retrouver. C'est comme si elle avait disparu dans les airs. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un hôtel. Le lendemain matin, j'ai déménagé dans un autre appartement, un avec une meilleure sécurité et un portier qui se souciait vraiment de son travail. J'ai varié mes routines, pris des itinéraires différents pour aller au travail, je ne suis jamais allé nulle part seul. Mais elle était patiente, plus intelligente que je ne lui avais accordé de crédit. L'attaque réelle est arrivée un mardi soir pluvieux alors que je quittais le bureau. J'avais encore travaillé tard. Les vieilles habitudes meurent difficilement, et le parking était presque vide. Mes pas résonnaient sur les murs de béton alors que je marchais vers ma voiture. Les clés déjà dans ma main. Je ne l'ai jamais vu venir. Le premier coup m'a frappé entre les omoplates, me faisant m'étaler sur le béton froid. Mon sac à main s'est ouvert, son contenu dispersé. Je me suis retourné en haletant et je l'ai vue au-dessus de moi. Amélie Dubois ne ressemblait en rien à la femme d'affaires polie dont je me souvenais. Ses cheveux étaient gras et négligés. Ses vêtements sales et froissés. Mais ses yeux brûlaient d'une fureur qui me glaçait le sang. Tu pensais que j'allais juste disparaître, siffla-t-elle, levant quelque chose dans sa main. Une clé à molette, réalisai-je avec horreur. Tu pensais que tu pouvais détruire ma vie et simplement t'en aller. Je me suis recroquevillé, essayant de mettre de la distance entre nous. Laurent, attends. Ne le fais pas, cria-t-elle en brandissant la clé à molette. Elle a manqué ma tête de peu, provoquant des étincelles contre le béton. N'ose pas dire mon nom comme si nous étions amis. Comme si tu n'avais pas tout planifié depuis le début. Je n'ai rien planifié. Toi et Laurent. Laurent est un homme faible et pathétique qui n'a pas pu fermer sa bouche. Elle a craché. Mais toi, c'est toi qui m'as tout pris, mon entreprise, ma réputation, ma liberté. Elle a balancé à nouveau, et cette fois, je n'ai pas été assez rapide. La clé à molette m'a frappé l'épaule, envoyant une douleur brûlante dans mon bras. J'ai crié, me roulant loin d'elle. Tu veux savoir quelque chose de drôle, continua Amélie en me traquant alors que j'essayais de ramper vers ma voiture. Je ne l'ai jamais aimé. Laurent n'était qu'un moyen pour arriver à une fin, une façon d'obtenir des informations sur les clients du cabinet d'avocats. Mais ensuite, il est devenu négligent, émotionnel, a commencé à parler de te quitter. Chaque mot était ponctué par un autre coup de la clé à molette. J'ai réussi à éviter la plupart d'entre eux, mais elle me blessait, me repoussant dans un coin entre 2 voitures. Je lui ai dit de fermer sa bouche, continua-t-elle. Je lui ai dit que nous devions être prudents. Mais il était tellement excité à l'idée d'être ouvertement avec moi qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Il a dû écrire des lettres d'amour, planifier des escapades romantiques, faire des discours.
J'ai réalisé avec un frisson qu'elle avait raison. L'erreur de Laurent n'avait pas été un accident. C'était de l'arrogance, la conviction qu'il était si malin qu'il pouvait jongler avec deux femmes sans que l'une ou l'autre ne le découvre. Alors tu vois, dit Amélie en levant la clé à molette au-dessus de sa tête. C'est vraiment entièrement de sa faute. Mais il n'est pas là pour payer. C'est toi. La clé à molette descendit d'un coup mortel, mais je n'étais plus là. 3 mois de paranoïa m'avaient appris à toujours avoir un plan d'évasion. Pendant qu'elle parlait, je bougeais, me positionnant à côté de la boîte d'appel d'urgence montée sur le pilier en béton. Alors que la clé à molette descendait, j'ai surgi sur le côté et j'ai frappé de mon poing le bouton rouge. Une alarme a retenti dans le garage. Des lumières d'urgence ont clignoté et quelque part au loin, j'ai entendu le bruit de pas qui couraient. Amélie s'est retournée, les yeux écarquillés, réalisant qu'elle avait été déjouée. La clé à molette a vacillé dans sa prise. Tu te crois si intelligente, siffla-t-elle. Tu crois que tu as gagné? Mais ce n'est pas fini. Ça ne finira jamais. Tu as raison, dis-je en me levant. Ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Les agents de sécurité ont traversé le coin juste au moment où Amélie levait la clé à molette pour un autre coup. Il y en avait 3, et ils étaient armés. Elle n'a jamais eu de chance. Alors qu'il la plaquait au sol, que les sirènes de police hurlaient au loin, que l'adrénaline s'évacuait lentement de mon système, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas, de la pitié. Pas pour Amélie. Elle avait fait ses choix. Mais pour la femme que j'étais autrefois. La femme qui faisait trop confiance, aimait trop aveuglément, croyait trop naïvement à la bonté des autres. Cette femme était vraiment morte maintenant. À sa place se tenait quelqu'un de plus dur, de plus froid, infiniment plus dangereux. Quelqu'un qui ne serait jamais plus la victime de qui que ce soit. 1 an plus tard, je me tenais dans le même restaurant où mon monde avait explosé. Mais cette fois, c'était mon choix d'être là. Ma décision de rassembler les personnes qui comptaient. La liste des invités était plus petite cette fois. Pas de Laurent, évidemment. Pas d'Amélie. Elle purgeait 5 à 10 ans pour agression avec intention de causer des lésions corporelles, plus ses accusations initiales de fraude. Pas de Chloé, qui avait déménagé à Bordeaux pour un nouveau départ, nous en avions toutes deux besoin. Au lieu de cela, il y avait de nouveaux visages. Mon assistante actuelle, un jeune homme vif nommé Kevin, qui vénérait l'efficacité et n'avait jamais rencontré mon ex-mari. Mon nouveau petit ami, un procureur fédéral nommé Théo, qui avait poursuivi le dossier d'Amélie et m'avait invité à sortir après le procès. Mes parents, qui avaient l'air fiers et soulagés. Mes collègues du cabinet, dont plusieurs étaient devenus de vrais amis plutôt que de simples connaissances professionnelles. Et Monsieur Dubois, le premier associé, qui avait insisté pour porter un toast cette fois. À Sophie, dit-il en levant son verre de champagne. La même marque qu'avant, j'ai remarqué, mais elle avait un goût différent maintenant. Plus vif, plus complexe. Qui a prouvé que la meilleure vengeance n'est pas de se faire justice, mais d'aller de l'avant. Des rires ont parcouru la table. Des rires faciles et confortables de gens qui connaissaient mon histoire et respectaient comment j'avais survécu. Mais en levant mon propre verre en réponse, j'ai aperçu mon reflet dans les miroirs du restaurant. La femme qui me regardait en retour était réussie, confiante, entourée de personnes qui l'appréciaient. Elle était tout ce que j'avais travaillé à devenir. Elle était aussi quelqu'un que je reconnaissais à peine. La vieille Sophie se serait sentie coupable d'avoir détruit la vie d'Amélie. Même après l'attaque, elle se serait demandé s'il y avait eu une autre façon, une façon plus gentille de gérer la trahison. Cette Sophie ne ressentait aucune culpabilité. La vieille Sophie aurait été dévastée par la perte de son mariage, aurait passé des mois à se demander ce qu'elle avait fait de mal, comment elle aurait pu être une meilleure épouse. Cette Sophie était reconnaissante du divorce. Cela l'avait libérée pour devenir quelqu'un de plus fort. La vieille Sophie aurait pardonné immédiatement à Chloé, aurait privilégié l'amitié plutôt que la trahison. Cette Sophie avait appris que certains ponts sont destinés à être brûlés. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Théo m'a pris à part. « Tu es silencieuse ce soir, dit-il, son bras glissant autour de ma taille. Tout va bien ? » J'ai levé les yeux vers lui. Cet homme bon, qui ne m'avait jamais menti, jamais trahi, jamais fait sentir petite, fragile ou stupide. Il méritait l'honnêteté, ou du moins autant d'honnêteté que j'étais capable de donner. Je pensais juste au toast, dis-je. Comment ils sont censés célébrer les bonnes choses de la vie, mais parfois,
il révèle la vérité à la place. Est-ce que c'est une mauvaise chose? J'ai considéré la question sérieusement. Il y a un an, la vérité avait brisé mon monde. Mais de ces éclats, j'avais construit quelque chose de nouveau, quelque chose de plus dur, de plus beau, de plus complètement mien. Non, dis-je finalement. Je ne pense pas. Plus tard cette nuit-là, seul dans mon appartement, avec les lumières de la ville qui scintillaient à l'extérieur de mes fenêtres, j'ai levé un verre de vin à mon reflet. À la femme qui est morte à sa fête de promotion, ai-je murmuré. Et à la femme qui est ressuscitée de ses cendres. Le vin était parfait, riche, complexe, avec juste une pointe de quelque chose de sombre et de dangereux en dessous, tout comme moi. Dehors, la ville bourdonnait de vie. Des millions de personnes vivant leurs propres histoires, combattant leurs propres batailles, survivant à leurs propres trahisons. Demain, je serai de retour au tribunal, défendant les vérités des autres, les aidant à naviguer dans les décombres de leurs propres hypothèses brisées. Mais ce soir, j'étais satisfaite de m'asseoir dans mon sanctuaire, entouré des butins de ma victoire, et de me souvenir du son du verre brisé. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent jamais être réparées. Et parfois, c'est exactement comme ça que ça devrait être.